Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Non, c'est un truc peut-être d'inspiration culturelle. Qu'as-tu fait de tes deniers? Enfin, à partir du moment où on vous dit, écoutez, dans la partie de cartes, tu as une partie de cartes extraordinaire, tu dois l'amener à Grand Chelem, quoi. Il y a un côté qui était comme ça. Et deuxièmement, il y avait un défi intellectuel intéressant, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on est capable d'aller. Je pense que c'est le même défi qu'ont les sportifs, hein, jusqu'où je suis capable d'aller. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. Et donc, l'idée que je me faisais, mais comme tout sportif de haut niveau, à la fin, il veut devenir champion du monde. Donc, c'est pas. Mais je sais pas, ça, c'est la nature, dans la nature humaine, quand vous sentez que vous avez un certain nombre de possibilités, ce que vous voulez, c'est être le meilleur, c'est être un champion. C'est naturel. C'est que maintenant, on vit une époque de fou dans laquelle on dit, écoutez, si vous êtes le champion, c'est que vous êtes un mégalomane, ou que vous êtes... Ben alors, le monde, tous les champions sont des mégalomanes, bien sûr. Tous les champions pensent qu'ils sont capables de devenir champions, parce que si vous ne pensez pas que vous êtes capable de devenir le premier, ben c'est que vous n'êtes pas capable de l'être, c'est tout. Hein. Et vous ne le serez jamais. C'est simplement, on ne l'est pas par hasard, ça. On l'est en se torturant, en se fixant des objectifs. Moi, à chaque fois, j'ai trouvé ma limite en fixant des objectifs qui étaient juste au-dessus de ce que j'étais capable de faire. C'est comme ça que je voyais que j'avais atteint la limite de ce que j'étais capable de faire. Sinon, personne ne sait jusqu'où il est capable d'aller. Et donc, je ne sais pas, je ne veux pas faire de généralité sur la société en général. Il faut faire attention de pousser, d'apprendre aux gens à aller aussi loin qu'ils sont capables d'aller pour qu'ils aient l'estime d'eux-mêmes. Si vous avez, à la fin, vous dites finalement, j'ai rien foutu, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Vous êtes malheureux. C'est ce que je crois. Enfin, moi, c'est ma manière de voir le monde. Et donc, il faut aider les gens à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de faire pour eux-mêmes. C'est pour leur propre estime. Hein. Si vous voulez, les étudiants, moi, je travaille beaucoup avec des étudiants africains, des étudiants vietnamiens. Actuellement, avant, je travaille avec des Chinois, je travaille avec des Indiens, je travaille avec un peu des gens d'un peu tous les pays. Si vous voulez, le mode de sélection pour faire de la science en France est un mode de sélection par l'échec. Donc, ceux qui font de la science, c'est ceux qui ont échoué à faire les grandes écoles. D'accord? Donc déjà, moi je ne crois pas beaucoup à la sélection, mais je ne crois pas à la perfection de la sélection. Mais quand même, si vous prenez que ceux qui ont échoué à faire autre chose, quand même, sur l'ensemble, si on compare les deux ensemble, il est vraisemblable que le potentiel des uns et des autres n'est pas exactement le même. Sur l'ensemble, je ne parle pas des individus. Et donc, au contraire, en France, c'est souvent les gens qui ont été des bons scientifiques que j'ai eus, scientifiques, c'est souvent des gens qui venaient de familles très pauvres et qui avaient fait des BTS, si vous voulez, parce qu'on ne les avait pas branchés sur les grandes écoles, sur les prépas, si vous voulez. Et à partir des BTS, ils se rendaient compte que ça les intéressait, ils rejoignaient des voies universitaires. Donc, souvent, c'était ceux-là, les Français qui étaient les plus dynamiques. Souvent des filles modestes, d'origine, y compris les quartiers nord, des gens pauvres, qui commençaient par ça, par le BTS, et puis qui suivaient. Sinon, quand vous allez en Afrique, les gens qui font de la recherche sont les gens qui sont les meilleurs de leur classe. Vous n'avez pas du tout le même système. Vous n'avez pas le système des grandes écoles qui vous garantit un certain nombre de positions à la sortie des grandes écoles. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, quand ils viennent faire de la recherche chez nous, quand ils viennent passer 3 ans ou 4 ans pour faire une thèse, ils se créent un CV qui va leur servir toute leur vie. Donc, ils misent dans leurs études un poids considérable. C'est-à-dire que s'ils sortent de mon laboratoire avec 5-6 publications internationales, ils sont sûrs de se caser. Maintenant, il y a un changement depuis peut-être une dizaine d'années où les gens veulent retourner maintenant chez eux. Avant, sinon, ils partaient aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, et puis ils trouvaient des positions parce qu'ils avaient une épreuve de titre. Donc, ils ont un enjeu qui est très considérable. Vous voyez ? Tandis que dans les sciences, et ça s'accélère actuellement avec la tendance actuelle, si vous voulez, à la faculté des sciences,
l'intensité du travail est extrêmement faible. D'accord ? Quand ils arrivent à un moment où on leur dit cette fois-là, il faut mettre le braquet, c'est déjà assez tard. Et en plus maintenant, vous savez, pratiquement les seuls messages qu'on ait eus depuis quelques années du ministère des universités et des universités, c'est il ne faut pas en demander trop aux étudiants, il faut qu'il y ait 100%, comme le collège unique, 100% des gens qui s'inscrivent en thèse doivent avoir une thèse, il ne peut pas y avoir d'échec. S'il y a un échec, c'est de votre faute. Et deuxièmement, il ne faut pas que vous les harceliez pour qu'ils travaillent. Donc, si vous voulez, dans ces conditions-là, si ça marchait, c'est un truc pareil, si vous voulez, on saurait. Ça ne marche pas du tout, d'ailleurs. Hein. Donc, si vous ne poussez pas l'ambition des plus jeunes à vouloir avoir ça, parce qu'on est très fiers, hein, la première fois qu'on a une publication internationale et qu'on voit son nom référencé, on est très fiers de ça. Si on aime ça, c'est comme, je sais pas, vous voyez, quand on fait du sport, on commence à gagner départemental, et puis je sais pas quoi, les régionales, et puis champion de France, et puis d'Europe, vous voyez, on est content, on a quelque chose qui marque que vous avez fait quelque chose. Et donc c'est vrai que cet appétit, on l'a vu en grande partie disparaître, sauf ceux qui ont été, eux, au contraire, triés sur leur capacité de travail, qui sont les métiers de santé. Donc les métiers de santé, ils ont été triés à un point incroyable, si vous voulez, et donc ils savent travailler. Ils arrivent, ils ont déjà appris à travailler, tandis que les autres, souvent, ils apprennent à travailler au moment où ils rentrent en thèse. Ils n'ont jamais travaillé jusque-là, jamais. Et donc, et en plus, les messages qu'on a, c'est, écoutez, vous devez tous réussir, on ne doit pas vous harceler au travail. C'est pas que nous. Je suis rassuré toujours parce que je regarde ce qui se passe dans le monde. C'est une chose qui m'a beaucoup rassuré et m'a fait très plaisir. Quand Biden a été élu, il a choisi pour diriger la science, pour la première fois, quelqu'un qui avait toutes les responsabilités de la science. Et le type qu'il a choisi est un des meilleurs scientifiques au monde, généticien, Eric Lander, une star absolue. Vous pouvez regarder, une vraie star. Il a duré 6 mois. Parce que quand il a commencé à demander aux gens de travailler comme on travaille dans son laboratoire, et je me doute, tu travailles dans son laboratoire comme on travaille dans le mien, si vous voulez. Les gens ont dit, mais il est fou, il nous harcèle. Il leur disait, mais c'est ce que je vous ai demandé, mais attendez, c'est pas ça. Vous voyez ? Et donc, il y a eu une enquête interne pour savoir s'il harcelait moralement les gens qui avaient l'habitude d'être là et de rien foutre, si vous voulez. Et il a dit tout de suite, écoutez, je démissionne, puis je retourne dans mon laboratoire. Il a fait une confession à l'américaine. C'est vrai, j'ai pas été gentil. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut le laisser faire. Et chut, il est parti. Donc vous pouvez pas. C'est notre civilisation, comme ça. Vous ne pouvez pas mettre un leader de ce niveau-là, qui a une méthode qui, pour arriver à ce niveau-là, travailler comme une brute. Vous ne pouvez pas le mettre dans des bureaux dans lesquels les types passent la journée au café. C'est un autre monde. Moi, de pouvoir pratique, à part de dire à un de mes étudiants, tu passeras pas ta thèse, ce qui n'est plus arrivé depuis 20 ans, je n'ai pas de pouvoir pratique. C'est-à-dire, je ne finance, je n'engage pas les gens, je ne suis pas le patron de qui que ce soit. Il ne peut pas y avoir de tyrannie sans pouvoir, c'est une illusion. Donc le pouvoir, il peut être que moral. Donc ça veut dire que les gens qui sont là, et d'ailleurs, les gens qui sont venus pour travailler avec moi dans le monde universitaire, c'est des gens qui ont choisi de le faire. C'est pas moi qui suis allé chercher, parce que, comme je l'ai dit, j'ai une grande méfiance sur mes capacités à sélectionner. J'ai pas d'ailleurs été déçu, et j'ai une grande méfiance sur le choix des ressources humaines. Je n'aurais pas voulu être DRH, parce que le nombre de fois où je me trompe est absolument hallucinant. Vous voyez, les gens qui sont... Puis, il y a des gens qui vous séduisent au début parce qu'ils font semblant de comprendre ce que vous dites, et puis un an après, en réalité, ils étaient radicalement différents. Non, je ne sais pas le faire. Et je suis content, je n'ai pas eu besoin de le faire. Donc les gens sont venus spontanément. Les gens sont venus parce que ce que je faisais leur plaisait, la manière dont je le faisais leur plaisait, et essentiellement d'ailleurs, ça leur plaisait parce que ça leur permettait de s'épanouir eux-mêmes. C'est-à-dire que on était arrivé à un point dans les HU où il y avait, avant qu'on soit persécutés sur nos propres publications, on avait 9 personnes qui faisaient partie des plus hautement citées sur les 80 Français dans le domaine de la biologie et de la médecine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on avait plus de 10% à nous seuls.
Donc les gens qui ont ça, vous savez, ils sont fiers d'eux aussi. Vous savez, attendez, on fait partie de... Moi, je me rappelle, à chaque fois que quelqu'un chez moi qui avait travaillé avec moi et fait sa thèse avec moi, on est tous très liés aussi, mais ils ont tous fait leur thèse de sciences avec moi. Puis on a développé ensemble des outils qui sont uniques au monde. On a toujours eu les meilleurs outils au monde depuis 20 ans. Donc on a une capacité à jouer avec ces outils. Notre dernier joujou là, qui arrive, c'est des choses inouïes. Donc personne ne peut faire ce qu'on fait. Donc techniquement, on fait les choses, on a tout, on est capable de tout faire. C'est extraordinaire. Ça suscite des jalousies extrêmes, comme vous pouvez imaginer, mais quand vous avez tout, chacun a le droit de choisir son champ scientifique et de faire un peu ce qu'il veut. Moi, j'ai jamais obligé les gens à travailler sur les mêmes domaines scientifiques que moi, je m'en fiche. Il y a toujours des gens pour eux que ça intéresse. Vous voyez. Et donc, il y a beaucoup de liberté, ce qui est une chose qui manque beaucoup dans la science, parce que la science actuelle, ce qui est une erreur, c'est de faire de la science sur projet, ce qui permet à vos concurrents moins doués de dire que ce que vous faites n'est pas bon. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Il faut donner un financement basé sur la production des 3 dernières années, et puis vous regardez 3 ans ou 4 ans après ce que les gens ont fait de leur argent, et puis si c'est pas bon, vous leur diminuez, si c'est bon, vous leur augmentez. Mais l'idée que vous allez pouvoir demander à des gens qui sont oisifs, parce que les gens qui sont dans toutes ces commissions, c'est qu'ils n'ont rien à foutre. Moi, je n'ai jamais accepté d'y aller. J'ai implanté, je suis très content de ça d'ailleurs, parce que les gens se font beaucoup d'illusions sur ma manière d'être. Moi, j'ai implanté mon esprit de contradiction. Tout petit, je passais ma vie à contredire tout le monde, et j'ai appris aux gens qui travaillaient avec moi à me contredire. J'ai même organisé un staff avec les étudiants, une réunion avec les étudiants, dont l'objectif était de me contredire, de me dire « je te dis ça, et si vous croyez, etc. » Je dis « tiens, présente-le, mets-moi la bibliographie en face, et publiquement, devant tout le monde, je te dirai « je me suis trompé, tu as raison ». Parce que bien entendu, la connaissance avance si vite que ce que moi, même quand j'ai fait la bibliographie il y a 10 ans, rien ne dit que des événements nouveaux ne se sont pas passés. Donc l'esprit de contradiction, c'est la base de la réflexion. Bien sûr, c'est pas du tout